Bonjour et bienvenue sur Technapala, Techapapa. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un graveur, comme vous le voyez ici. C'est le Tuka Nova. Donc, c'est un graveur qui semble très prometteur, en tout cas sur papier. Donc, j'étais assez curieux de le tester. Le prix est raisonnable par rapport à ce qu'il propose et ce qu'il promet en tout cas. Donc, on va pas traîner et on va aller regarder ça tout de suite. Et petit point pub, alors outre le fait que vous pouvez m'aider en mettant un like, un commentaire, etc. sous cette vidéo, la partager éventuellement. Si vous souhaitez avoir plus facilement accès à moi, à poser des questions sur le monde maker, votre imprimante 3D, des problèmes techniques, venez sur mon groupe TechnaHub, c'est un groupe qui est ouvert, bienveillant, ou si vous êtes créateur de contenu et que vous voulez partager votre travail, n'hésitez pas non plus à venir. Vous serez toujours bien accueillis, donc le lien est en description, n'hésitez pas, TechnaHub. Bon, alors qu'est-ce que propose Tuka avec son Nova? Bon, comme vous le voyez, c'est un laser qui a un format, qui est fermé, qui se veut être particulièrement facile à utiliser pour les débutants, que ce soit en termes d'interface ou que ce soit avec la reconnaissance des matériaux. On est dans la logique de ce qu'on a chez Creality avec le Falcon A1. Alors ils mettent en avant le World First AI Laser Engraver, donc bon voilà, ça c'est de l'argument marketing. Toujours est-il que vous verrez dans la vidéo qu'effectivement il y a un système via l'interface qui permet de générer des fichiers à graver grâce à de l'IA générative, mais qui nécessite également des crédits. Alors, crédits qui vous offrent quand vous achetez la machine apparemment. Donc voilà, après j'ai pas encore vu trop comment est-ce qu'on peut avoir des crédits après. Mais voilà, donc il y a un système comme ça d'IA générative avec des crédits. On a donc un prix de 615 € en 10 watts en version de base. Et moi, celui que j'ai, vous voyez ici, vous avez 10 000 crédits AI. Moi, je n'en avais que 200 pour faire les tests. Mais donc vous avez le kit Rotary, c'est-à-dire avec la machine, l'air assist, le Rotary, les crédits et puis de la garantie, c'est 901 €. Comme ça, vous voyez un petit peu l'ensemble de la gamme. Moi ici, c'est le 20 watts que j'ai testé. Ils ont également un système que je trouve assez astucieux pour le Rotary. Donc plutôt que d'avoir un système où on va devoir surélever la machine pour pouvoir fixer le Rotary et venir graver, on a un système, je vous montrerai dans la vidéo, où la tête vient se tourner à 90 degrés sur l'axe X pour pouvoir graver comme ça sur le côté. Je trouve que c'est plutôt astucieux. Alors on a également, là je le vois pas au niveau de la commande, mais moi j'ai le 20 watts qui a été fourni avec. On en a une version plus modeste à 10 watts et on a également une tête infrarouge de 2 watts. Moi je l'ai pas eu, mais bon, apparemment ça viendra plus tard où c'est disponible et je ne sais pas où. Mais en tout cas voilà, on est sur un graveur de classe 1, c'est-à-dire qu'a priori il n'y a aucun contact entre vous et le laser. On a une surface de travail de la taille d'une feuille A4, donc 297 sur 210. C'est pas très grand, mais en même temps c'est bien pour le format, puisque des fois certaines machines sont beaucoup plus grandes. Ici on est sur un format qui est plutôt bien fait pour ceux qui ont des besoins d'avoir une machine qui prend pas beaucoup de place dans l'atelier. Et elle est également équipée d'une caméra. Alors pour l'utilisation, vous n'êtes pas obligé, et d'ailleurs je ne sais même pas si on peut, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Lightburn, puisqu'il y a une application web qui fonctionne bien, vous le verrez dans la vidéo, qui permet de se passer de ça et donc qui permet d'éviter les coûts d'un outil tel que Lightburn. Alors si ça vous intéresse, il y a un lien en description et maintenant on passe tout de suite à l'atelier. Alors la boîte est à l'image du laser en lui-même, donc pas très grand, on est à peu près sur 9 kg au niveau du poids, et à l'intérieur on retrouve une petite carte qui fait référence au Petit Prince, et ça j'aime bien. Alors la boîte en elle-même, une fois qu'elle est retirée du carton, elle est plutôt jolie, voilà, ça fait penser un peu à du Apple, et à l'intérieur on a le graveur qui est emballé plutôt proprement. Une fois déballée, la machine ressemble à ceci, donc elle a une forme un petit peu particulière, mais qui est plutôt agréable, profilé comme ça sur le côté avec un écran qui est pas très grand. On verra à l'usage si c'est un problème ou pas. Et puis voilà le capot. Donc je vais retirer tout ce plastique.
Et au niveau du contenu, eh ben, on a ici une petite boîte avec du matériel, donc en fait c'est du matériel de gravure, hein. Donc principalement des planches comme ceci, et des petites médailles en aluminium accompagnées des petits trucs pour avoir le code QR pour la reconnaissance des matériaux. Alors le manuel en lui-même est assez clair, il est que en anglais mais il est assez explicite. On a un flexible pour l'extraction de l'air vicié de la machine, une pompe pour l'air assist qui est relativement classique, le module 20 watts qui a une taille correcte, il n'est pas excessif, et puis on peut voir ici en dessous à quoi il ressemble, donc c'est surtout ses performances qui nous intéressent. Le module Rotary ici dans l'édition que j'ai moi, alors évidemment plein de petites quincailleries et notamment des fixations, les câbles nécessaires pour l'alimentation, le bloc d'alimentation en lui-même, et globalement voilà pour le contenu et l'unboxing. Donc la machine en elle-même, vous voyez, il y a des choses ici, ce petit bouton rouge, c'est particulier, je vais vous expliquer, hein, c'est pour l'axe X qui est rotatif. Donc je vais le brancher. Alors on commence évidemment par la tête laser, elle vient se clipser, rien de compliqué, et une fois qu'elle est clipsée, on doit venir visser deux petites vis, hein, voilà, comme ça, ici, qui sont fournies avec, pour maintenir. Alors là, c'est peut-être un peu dommage, j'aurais préféré un système de fixation un petit peu plus... voilà, qui nécessite pas un vissage, mais bon, hein, au moins ça sécurise la tête. Et au niveau de la tension des courroies, ça m'a l'air d'être très très bien comme ça, donc maintenant on va passer à la suite. Alors, sur l'arrière de la machine, comme vous voyez, on a plusieurs ports, donc brancher le courant évidemment, le port de connexion USB vers l'ordinateur. On a également 3 ports pour des accessoires, hein, notamment ici la pompe de l'air assist, mais on pourrait mettre d'autres accessoires. Ici, je ne sais pas lesquels. On a un plateau amovible type Honeycomb qui est fourni avec, hein. Alors on a une plaque en acier, hop voilà, moi je pète tout, mais on a une plaque en acier et des petites lames comme ça qui peuvent être retirées, qui vient permettre la circulation de l'air en dessous de la découpe pour éviter les traces de brûlure, et ça permet également d'avoir un vide si jamais on devait graver quelque chose qui est plus grand par exemple, ou qui est dans la profondeur, et ça vient se remettre très facilement. Et enfin le Rotary qui est fourni dans mon édition, hein, vient se brancher ici, donc le port de connexion data se fait à ce niveau là. Et on a deux petites encoches comme vous voyez qui sont prévues pour pouvoir venir mettre le module Rotary. Voilà, c'est pas mal pensé. Et le module Rotary, hein, vous voyez ici, on a des petites molettes rouges à dévisser. Ça permet de débloquer l'axe X et pour pouvoir le faire pivoter de 90 degrés pour pouvoir venir graver sur le côté. Ça permet en fait d'éviter d'avoir besoin de surélever le laser pour pouvoir utiliser le Rotary. Alors je vous illustre ça en image ici avec un exemple complètement foireux, mais donc imaginons ici que j'ai une bouteille que je veux graver, je viens mettre le laser comme ça sur le côté et il va graver de manière perpendiculaire. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt astucieux. Enfin, on a un petit écran, donc je vais allumer comme ça, on va voir l'interface, mais on a un écran qui est pas très grand, on va voir s'il est ergonomique. Bon, alors au démarrage, vous voyez, on a ici une interface avec deux écrans, c'est relativement fluide, ça va, hein, on sent un micro lag mais ça va. Et quand on vient dans les paramètres, on a ici un menu qui est aussi relativement fluide. J'ai des gros doigts donc c'est pas toujours facile, notamment là quand je devais taper le mot de passe. Mais globalement l'expérience était pas non plus déplaisante. Alors ceux qui ont une Bamboo A1 ont un peu l'habitude, hein, on est un peu dans ce même ordre d'idées là. Alors on a ici au niveau des accessoires, j'ai pas d'accessoire qui est trouvé parce qu'en fait ça c'est pour le Rotary, je l'avais pas branché, donc voilà, c'est normal qu'il m'affiche ça. La machine arrive avec une série de fichiers déjà dedans, voilà, quelques-uns, et on a 500 mégas de stockage disponible dans la machine directement. Et donc ça c'était sur l'onglet paramètres. Au niveau des langues, on n'a que l'anglais et le chinois pour le moment. Peut-être viendra-t-il le français avec d'autres mises à jour,
mais bon, on verra. On a un petit code QR qui permet d'accéder au wiki au besoin, et on a également un système de verrouillage parental pour éviter que les enfants, vous voyez, hein, avec mon doigt, c'est pas toujours évident. Alors en même temps, je regarde mon doigt je regarde pour que vous puissiez voir, donc c'est pas non plus le plus facile pour moi, mais on peut venir verrouiller la machine en mettant un mot de passe, c'est plutôt pratique. Et enfin, on a également un menu Start Creating qui permet de venir créer. Donc soit on met des fichiers sur la carte SD, soit on l'utilise en mode USB, soit en mode Wi-Fi. Moi, je vais l'utiliser en mode Wi-Fi. J'ai l'adresse IP qui apparaît là. Et je vais devoir aller sur Tuka Studio pour renseigner cette adresse IP. Alors comme je le disais, la machine vient avec un logiciel. En fait, c'est un site web, une web app accessible via le site tukastudio.com. Donc ça nécessite d'être en ligne, hein. Il n'y a pas d'utilisation hors ligne. Et quand on vient se connecter pour la première fois, on a comme ceci une interface qui ressemble à ce qu'on a l'habitude avec les graveurs laser, mais qui est quand même plutôt agréable, hein. Dans mon test du Tuka L2, j'avais déjà pu l'utiliser. Mais voilà, donc ici on vient connecter la machine, hein. On clique sur le mode de connexion préféré. Ici j'ai choisi Wi-Fi. Alors il me dit qu'il me manque un petit module, hein, Tuka Connect, qui est une extension Chrome. Je viens rajouter l'extension Chrome. Ensuite, je viens cliquer sur connecter au périphérique. Je tape l'adresse IP qui est celle que j'avais sur l'écran du graveur. Il me demande de venir confirmer sur le graveur en lui-même en cliquant sur le gros bouton vert. Et la surprise, il trouve une mise à jour du firmware. Donc j'ai qu'à cliquer sur Upgrade et ça roule tout seul, hein, comme le petit hamster qui tourne dans sa roue là. Il télécharge la mise à jour et il fait la mise à jour du firmware. Alors une fois que tout ça est mis à jour, vous voyez qu'on voit directement le contenu à l'intérieur avec la caméra. Je peux changer la langue, je mets en français, comme ça me permettra de voir également la traduction. Au niveau de la caméra, voilà, je peux venir cacher ça ou l'afficher. J'ai également une base de données de matériaux, hein, donc alors ce sont les matériaux de chez eux. Après, rien ne vous empêche d'utiliser le même type de matériaux. Si vous utilisez du papier craft de leur marque ou d'un autre, ce sera a priori le même genre de matériel. Vous voyez, ils ont même ici pour les bracelets Apple Watch. Alors je vais tester la reconnaissance des matériaux. Donc vous voyez là, j'ai une plaque de contreplaqué avec la petite carte QR que je vais venir placer au centre de la machine. Alors j'ai pas trouvé comment régler l'exposition de la caméra, donc moi je trouve que c'est un peu surexposé. Et si je clique sur le bouton balayage à côté du matériel, il fait la reconnaissance de la carte QR. Et vous voyez ici, hein, il l'a reconnu et il voit que c'est le contreplaqué de 2,8 mm, il présente le matériel, donc voilà, c'est plutôt bien fait. Pour le reste, on a différentes fonctions, hein, comme par exemple vecteur qui permet de venir avec une plume dessiner des vecteurs nous-mêmes si on en avait besoin. La fonction texte qui permet d'écrire du texte pour pouvoir graver dessus, puis on peut venir changer nos polices. Donc voilà, c'est assez courant dans ce genre de logiciel. On a également une fonction de génération de code QR code QR ou code barre, on vient taper le contenu. Par exemple ici, si je tape www.technapa.net, hein, c'est mon blog, hein, allez-y au passage si ça vous intéresse. Et voilà, ça génère un code QR, ça peut toujours être pratique pour ce genre de machine. Enfin, on a une bibliothèque de modèles et de formes, mais pour ça, il faut se connecter. Et une fois qu'on est connecté, vous voyez, il y a vraiment toutes sortes de vecteurs disponibles pour pouvoir déjà faire quelques créations sympas, que ce soit de l'ordre de personnages, de portraits, de blasons, d'icônes, des pièces, des véhicules. On a vraiment une collection assez remplie. Et on a également une fonction de création avec l'intelligence artificielle, hein, comme je le disais. Vous voyez, moi ici j'ai 150 crédits. Si vous achetez la machine, a priori vous en avez un petit peu plus. J'ai testé de savoir si je pouvais taper en français et je dois avouer qu'en français ça n'a pas donné grand chose, hein, donc puisque je vois roue crantée je voulais demander une roue crantée et il m'a trouvé un bracelet, donc c'était pas top. Alors j'ai refait la demande en anglais et là ça a quand même mieux marché, donc j'ai tapé
dire, hein, engrenage, hein, pour le dire plus clairement. Et là, alors ici je suis en temps réel, hein, donc vous voyez que il met quand même pas trop de temps à venir trouver ceci. Donc voilà, hein, il a trouvé comme ça. Donc ça c'est du texte. Maintenant on peut aussi partir sur base d'une image et venir lui donner un autre style. Alors c'est ce que j'ai fait. Moi je suis venu prendre une image du lion de Waterloo, j'habite à Waterloo, et ben voilà, moi je trouvais ça sympa de prendre l'image du lion de Waterloo, et je lui ai demandé d'appliquer un style silhouette, et comme vous pouvez voir ici, ça donne quelque chose de sympa, et je vais faire un petit design sur la plaque que j'ai mis dans le graveur laser sur cette base là. Et voilà, une fois que c'est fait, je viens vérifier pour chacune de mes lignes si j'ai les bons paramètres, et surtout ici je vais faire une petite différence entre le texte et le lion en lui-même. Et puis j'ai plusieurs calques, hein, puisqu'il correspond à des types de paramètres, hein. J'ai un calque de découpe et puis des calques de gravure. Je viens faire le cadrage, la mise au point qui se fait également de manière automatique. On appuie simplement sur le bouton et il vient faire la mise au point automatique, et ensuite cliquez sur crayon et il est parti. Bon, alors la découpe s'est faite avec absolument aucun problème, hein, en une seule passe, et au niveau de la gravure, comme vous voyez ici, ça a marché. Alors au niveau de la teinte, ici c'est avec un paramètre standard, hein, qui est celui proposé par le fabricant. On peut faire des grilles de calibration pour trouver la teinte qu'on veut, mais voilà, ici en tout cas c'était facile, du premier coup ça a fonctionné sans difficulté. Alors je vais tester autre chose qu'ils avaient donné avec, hein, c'est cette petite plaque en aluminium qui sont peintes en bleu ici avec la petite carte de calibration. Et ici j'ai pas le graveur infrarouge, mais avec le 20 watts on va voir ce que ça donne, et avec les paramètres par défaut qu'il propose. Donc il a découvert le matériau tout de suite grâce à la petite carte de calibration. Je viens choisir je pourrais faire un outil texte, mais là ici je viens importer mon logo textuel, comme ceci, voilà, donc Technapa, et puis je viens l'adapter en temps réel sur la médaille en elle-même, hein, l'orientation, etc. Et puis je viens m'assurer que je suis bien en mode remplissage. Ce que je regrette quand même ici, c'est que je n'arrive pas à avoir j'ai pas trouvé en tout cas un moyen d'avoir une prévisualisation en mode remplissage. Bon, alors oui, je me suis pas cassé la tête à bien le positionner, à bien le centrer, mais globalement au niveau de la gravure, on a quelque chose. Alors c'est pas aussi propre et aussi net qu'avec un graveur infrarouge, mais là, avec le 20 watts en tout cas, ça donne quelque chose qui est quand même assez correct. Enfin, dernier petit test ici, parce que bon, mon objectif c'est pas de passer tous les matériaux en revue, hein, c'était plutôt de voir comment fonctionne la machine. Donc dernier petit test, une gravure sur de l'ardoise. Alors avant de graver directement, je vais essayer de voir quel est le paramètre le plus approprié. Alors là j'ai retourné ma plaque d'ardoise puisque c'est une plaque utilisée pour le test. Vous voyez qu'on a la possibilité de faire des essais de matériaux et donc de faire des grilles de test de matériaux. Alors oui, il y a déjà dans la base de données des paramètres pour des dessous de verre en ardoise. Donc je pourrais me servir de ça, mais je préfère quand même tester une grille de matériaux, ce qui me permettra au passage de voir quelle est la couleur que je préfère, hein, quelle est la teinte que je préfère pour mon ardoise. Donc pour ça, on vient venir choisir sur le menu sur le côté. Je fais bien attention que je suis en mode remplissage, et puis je viens définir le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Plus vous en mettez, plus c'est fin au niveau de la différence entre les teintes. Et puis voilà, hein, je viens positionner ça sur mon matériau et je lance la gravure. Alors ici c'est une grande grille, hein, je pourrais la faire plus petite, mais comme ça on voit bien, hein, et puis de toute façon c'est pour la vidéo, on va dire. Donc je vous vois juste après. Donc voilà le résultat, hein, ça permet en fait de déterminer quel est le bon matériau pour nous, hein, quelle est la bonne teinte qu'on veut utiliser. Moi par exemple ici c'est 21 400 et 90 qui est la teinte que j'ai envie d'utiliser. Vous pouvez faire ça d'ailleurs avec tous les matériaux, hein, c'est un bon exercice pour savoir clairement quel est le meilleur résultat à avoir avec votre gravure.
Alors, ben voilà, hein, je vais graver ce motif sur mon ardoise. Ici, c'est une image, mais on peut tracer l'image, en faire des vecteurs. Hein, donc, c'est ce que je vais faire. Pour ça, je viens simplement cliquer sur ici sur image et j'ai contour d'image. Donc, je clique et vous voyez que j'ai un vecteur qui apparaît. Je peux supprimer l'image d'origine et simplement venir positionner mon vecteur sur ma pièce. Attention quand même de bien se mettre en mode remplissage, hein, ici, en cliquant sur le côté, remplissage. Et maintenant, on vient mettre les paramètres qui sont ceux qui ont été repris sur la grille matérielle. Donc moi, c'était 21 400 sur 90, hein, 90 de puissance. Et je vais lancer la gravure. Et voilà le résultat. Alors au premier coup d'œil, ça a l'air d'avoir bien gravé. Et en regardant de plus près, oui, hein, donc pas grand chose à dire, ça c'est bien gravé. Et ça, la caméra a été bien centrée aussi. Donc voilà, ce sont plutôt des idées de création plutôt qu'essayer de vous convaincre, hein, puisque elle fait le job pour lequel on attend, pour lequel on a payé. C'est la conclusion à ce niveau-là. Bon alors, en parlant de conclusion, on va faire ici la conclusion globale pour la machine. Donc globalement, j'ai eu aucun problème à l'utiliser. Ça a été très facile. On l'installe, on lance. Alors, j'ai peut-être un petit peu plus d'expérience qu'un tout grand débutant. Néanmoins, je pense quand même pouvoir mesurer les difficultés que quelqu'un qui n'a pas d'expérience pourrait avoir, et j'en repère pas énormément. Donc au niveau de la simplicité et de la prise en main, je pense que Tuka répond à sa promesse qui est d'offrir une machine qui fonctionne bien à peu près dès le début et qui permet de pas trop se casser la tête. Après, je l'ai pas utilisé avec Lightburn, je ne sais même pas en fait si il n'y a pas de raison qu'on sache pas l'utiliser avec Lightburn, mais voilà, j'ai pas essayé. J'ai essayé dans ce cadre-ci, puisque je voulais vraiment prendre l'idée de dire, c'est un modèle qui est vendu vraiment pour les personnes qui n'ont pas une grande expérience de la gravure laser et qui veulent quelque chose de fiable pour faire pour étendre leur capacité artistique ou créative. Et voilà, hein, moi je pense que la réponse, elle est là. La question de la qualité, pas de souci non plus, hein, ça fait le job. J'ai pas tout mis à l'écran, mais j'ai fait quelques tests et le job est fait. Donc de ce côté-là, c'est très bien. Le seul petit problème, c'est pas un problème, mais la question que je me pose, c'est le positionnement tarifaire par rapport à la concurrence, puisqu'il y a une autre marque, je veux pas la citer, mais voilà, hein, ce graveur s'inspire quand même beaucoup de la proposition d'une autre marque qui est bien connu aussi dans le monde de l'impression 3D et qui propose quelque chose à un prix un tout petit peu inférieur quand même. Alors on n'a pas la gravure à 90 degrés pour le côté, et ça je pense que c'est quelque chose qui est vraiment bien. Je l'ai pas testé parce que j'avais pas de truc cylindrique sous la main, et puis moi personnellement j'aime pas graver en cylindrique, ça me casse la tête, mais je sais que c'est quelque chose qui est très populaire. Et ici la proposition de Tuka, elle est plutôt innovante, donc voilà, ça permet de garder aussi une machine qui reste facilement accessible dans un petit endroit, puisque la machine n'est pas très très grande, sans devoir retirer le plateau en dessous, la surélever pour pouvoir mettre le rotary, enfin bref. Donc on a une proposition qui, d'un point de vue de l'ergonomie, pour le travail ponctuel et pour un petit atelier de maker qui n'est peut-être pas un atelier pro, on a une proposition qui est cohérente. Mon truc, c'est que je trouve que par rapport à cette concurrence-là, le prix est un peu élevé. Bon, alors ce sont des prix un peu dynamiques, hein, ce sont des prix au lancement, on verra avec le temps. Mais globalement, ici, je trouve que le prix pour le 20 watts est un poil haut. Pas excessif, mais un poil haut quand même par rapport à la concurrence. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Venez sur Tekna Hub avec plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.